Après, je vous le redis, lisez les articles de Lucien Goldman présents sur Percé, on va aller les voir, allez, hop. C'est super intéressant, c'est pas très dur, je trouve que Lucien Goldman est un excellent vulgarisateur, et du coup, ça permet, je trouve que ça permet vraiment d'aller plus loin, quoi. Et même quand on débute, c'est cool, quoi. Vous en avez pas énormément, mais vous en avez. Il y a des trucs de ouf là-dedans. La pensée des Lumières, excellent. Excellente introduction à la pensée des Lumières si vous voulez comprendre un peu ce que c'est la pensée des Lumières. Et ça va être une analyse marxiste, c'est-à-dire que vous allez comprendre pourquoi est-ce que les Lumières, ça se passe comme ça, pourquoi est-ce que les gens ont cette vision du monde à ce moment-là. Ça, c'est du marxisme. Pour une approche marxiste, des études sur le marxisme, ça, c'est excellent aussi. En gros, ce que va dire Lucien Goldman, c'est que vous avez des courants dans l'histoire du marxisme, et il va essayer d'appliquer le marxisme au marxisme. Il va dire pourquoi est-ce qu'il y a tel courant, pourquoi est-ce que Althusser est structuraliste, pourquoi est-ce que Lukács, en début de carrière, il est très dialectique. Quand il y a la révolution d'octobre, il sort Histoire et conscience de classe, je crois que c'est 1921 ou un truc comme ça, il est hyper dialectique et tout. Et puis, il devient de plus en plus dans une étude un peu biographique. C'est très intéressant, mais voilà, la destruction de la raison, va y avoir des ouvrages comme ça, qui sont moins dialectiques, moins portés sur la révolution, et plus portés sur dire, regardez, Nietzsche est réactionnaire, regardez, Heidegger c'est réactionnaire, des trucs comme ça. Ce qui n'a moins d'intérêt pratique. Parce que veut dire Lukács, ce que veut dire Goldman, c'est que Lukács, au moment des années 20, il est dans une période d'ébullition intellectuelle parce que c'est une période révolutionnaire, et donc à ce moment-là s'ouvre le champ des possibles et sa vision du monde, elle est inspirée de ça. Et quand il se retrouve sous plus la bureaucratie stalinienne et tout, il peut plus être dans une écriture très dialectique, très révolutionnaire, très dépassement des contradictions et tout, et il se retrouve dans une écriture qui reste excellente, mais qui reste plus sur la description de grands mouvements historiques, et puis un travail un peu plus universitaire. Et c'est hyper intéressant, en fait, d'essayer d'appliquer du coup le marxisme au marxisme, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi tel marxiste écrit ça à tel moment de l'histoire, quoi. C'est pareil, il fait pareil chez Lénine, il montre que Lénine, à certains moments de sa vie, il est un peu positiviste, un peu plus mécaniste, parce que c'est des moments moins révolutionnaires, et il montre que dans les moments les plus révolutionnaires, c'est là où il se montre le plus dialectique, c'est là où il se montre le plus à avoir des idées de dépassement et tout. Et on peut se demander aussi pourquoi là, nous, aujourd'hui, on est en train de parler de marxisme, pourquoi il y a des spectateurs et tout, pourquoi... on regarde Nicolas Framont, il redit le non-communisme, peut-être parce qu'on entre dans une période un peu pré-révolutionnaire aussi. Parce qu'on entre dans un moment où les gens peuvent se mettre à comprendre des choses qui sont incompréhensibles quand on est dans une période d'efficience et puis d'avoir un mode de production très stable, puis il y a un peu une bureaucratie technocratique, machin, ça marche bien. Quand ça commence à être la crise, quand ça commence à y avoir des possibilités pour aller plus loin, là vous avez des grands penseurs, là vous avez des gens qui surpassent les choses. Pourquoi est-ce que vous avez Kant et Hegel au moment de la Révolution française ? Enfin, faut se poser la question quand même. Pourquoi est-ce qu'il y a Kant et Hegel au moment où le champ des possibles s'ouvre et où un millénaire d'histoire s'arrête, quoi ? C'est pas possible, quoi, de se dire c'est coïncidence, d'un coup on va avoir Kant, Hegel, on va avoir Marx qui va suivre. Enfin, c'est pas rien, quoi. Et pourquoi c'est à ces moments-là ? Pourquoi est-ce que Marx ça arrive au moment un peu où en France vous allez avoir les journées de juin et tout pourquoi c'est ces moments-là, quoi ? Enfin, faut se poser la question. C'est aussi parce que c'est des moments où on pense pas pareil, parce qu'on peut pas penser le dépassement des contradictions, on peut pas penser le communisme quand on est au XIIIe siècle. En fait, on peut le penser, mais ce sera pas reconnu comme tel par la communauté, parce que, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre avec ces histoires de sujets collectifs et de vision du monde, c'est que vous pouvez penser n'importe quoi. Là où vous venez, c'est pas un déterminisme absolu. Le truc, c'est que si vous pensez quelque chose qui va à l'encontre des intérêts matériels directs et de la vision du monde que peut avoir votre classe sociale, vous serez pas reconnu et vous serez un mec un peu chelou qui pense un truc un peu chelou. Donc en fait, pensez comme Marx 4 siècles avant, vous n'allez pas être reconnu. C'est-à-dire que tout le monde va vous dire qu'est-ce que c'est que ton histoire ? Enfin, là, nous, on est dans nos trucs à savoir si Dieu est unique ou Dieu est double. Enfin, c'est ça, parce que ça a toujours fait marrer les bails sur le déisme et tout, un peu ridicule des fois. Enfin, ça ne pas ridicule maintenant, les débats médiévaux et tout. Alors que quand on se retrouve dans des moments où notre classe se dit je vais pouvoir prendre le pouvoir, je vais peut-être pouvoir mettre en place l'égalité, la liberté et tout, là vous pouvez avoir des penseurs qui sont véritablement révolutionnaires et qui seront reconnus comme tels par votre sujet collectif. Parce que votre sujet collectif va avoir cette vision du monde de se dire on peut aller plus loin. Et c'est ça en fait,
c'est ça, moi, que j'ai compris avec la lecture de Lucien Goldman. C'est que il y a des sujets collectifs qui ont des intérêts. Par exemple, la bourgeoisie de robe a des intérêts particuliers. Aujourd'hui, vous avez, je sais pas, même si on se retrouve au niveau des classes socio-professionnelles, voilà, les enseignants, ils ont un peu des intérêts particuliers par rapport aux policiers qui ont des intérêts particuliers. Dans ces espèces de classes socio-professionnelles, il va y avoir des gens qui vont penser tout à fait à l'inverse. Par exemple, vous avez des policiers qui vont voter Mélenchon, ou qui... Ça ne représente pas la vision du monde de cette classe et leurs intérêts directs. Leurs intérêts directs, comme elles sont pas là, ce mec-là, il va un peu être mis de côté dans ce sujet collectif-là. Et donc, du coup, il représentera pas ce sujet collectif-là. Et donc, en fait, le mec qui passe pour un génie, le mec qui est reconnu et dont l'œuvre surpasse un peu les temps, c'est le gars qui représente un sujet collectif parfaitement et de manière. Un sujet collectif qui est assez puissant, quoi. Si vous êtes, je sais pas, la bourgeoisie. Si vous êtes, oui, la bourgeoisie du XVIIIe siècle, et que vous avez des penseurs comme Voltaire qui représentent un peu votre vision du monde, de la bourgeoisie un peu de l'époque d'affaires, un peu colonialiste, machin. Vous avez la petite bourgeoisie qui est un peu plus représentée par Rousseau et tout. Vous représentez parfaitement la vision du monde de cette classe-là. Là, vous allez être reconnu comme tel par toute votre classe, et là, vous allez être porté comme étant le génie de votre classe, quoi. Alors que si vous êtes tout à fait un hurluberlu qui pense comme il faudrait qu'il pense s'il était noble, bah, dans votre classe, on va vous dire c'est quoi ça bah, les pattes, quoi. À la limite, vous pouvez être reconnu par la noblesse et vous pouvez être un bourgeois et être un penseur de la noblesse, en quelque sorte, si vous voulez. Mais bon, faut vraiment comprendre un peu les choses comme ça, et je trouve que cet article-là, là, pour une approche marxiste des études sur le marxisme, moi, il m'a un peu. Enfin, il m'a un peu impressionné parce que le mec il comprend pourquoi est-ce que Marx il pense comme ça à cette époque-là, pourquoi est-ce que Lénine il pense comme ça à cette époque-là, et vraiment ça c'est remettre les choses dans l'ordre, quoi. Il y a quoi d'autre qui sont bien? Débat sur l'autogestion, je l'ai lu, c'est peut-être moins intéressant. Un propos d'histoire et conscience de classe, c'est super bien. Euh, Révolution et bureaucratie, c'est cool. La dialectique aujourd'hui, c'est cool aussi. Ça, c'est meilleur masterclass. L'idéologie allemande et les tests sur Feuerbach, cet article-là, incroyable. En fait, il explique. Alors, l'idéologie allemande, pour Lucien Goldman, il aime pas trop parce qu'il dit justement que les tests sur Feuerbach résument bien l'idéologie allemande. Donc, c'est les premiers pas du matérialisme dialectique. Et il va prendre en fait chaque test sur Feuerbach et dire un peu ce qu'il en pense, machin, faire une analyse de chaque thèse, mais ça va beaucoup beaucoup plus loin que ce que vous avez jamais compris sur les tests sur Feuerbach, quoi. C'est vraiment assez baisé. Le sujet de la création culturelle, c'est génial ça. Ça c'est génial parce que justement, il montre. En fait, lui, il s'est intéressé à l'esthétique, Lucien Goldman. Il s'est intéressé notamment à Racine et à Pascal. Et voilà, son but c'était un peu ça, c'était de voir quand il y a une création culturelle, qu'est-ce que c'est une création culturelle, qui est le sujet de cette création, quoi. Est-ce que c'est un sujet individuel? Est-ce que c'est juste Racine qui écrit Phèdre qui écrit tout ce qu'il écrit, quoi? Ou est-ce que le sujet de la création culturelle, c'est pas aussi le sujet collectif qui reconnaît cette création culturelle comme étant représentative de sa vision du monde? Et en fait, il va parler de ça et montrer en fait que le sujet de la création culturelle, c'est à la fois Racine, mais à la fois aussi c'est un sujet collectif, et qu'une œuvre d'art c'est reconnu comme étant génial par une certaine vision du monde parce que ça correspond parfaitement à la vision du monde de cette époque, quoi. Et du coup, il va mettre en lien l'œuvre de Racine et l'œuvre de Pascal dans son œuvre la plus connue, Le Dieu caché, à l'intérieur de la bourgeoisie de robe et des jansénistes. Enfin, c'est assez ouf, quoi. Drop le lien de la liste de bouquins que tu cites, STP. Ah oui, merde, j'ai pas mis le React. Alors, ouais, hop, on était là. Ah, je suis con, putain. Alors, en fait, je suis juste allé sur Percé, c'est tout bête. Tac, vous avez Percé Lucien Goldman. Vous cliquez là. Et là, hop, la pensée des Lumières dont je vous ai parlé. Pour une approche marxiste des études sur marxisme, ça c'est vraiment baisé. Je vous disais, le mec qui remet en lien Lénine avec telle époque, Marx avec telle époque, enfin telle époque de Lénine, genre qui est plus dialectique que l'autre, parce qu'on est dans une période qui est plus dialectique, machin, qui est plus révolutionnaire. Faut se poser des questions. Pourquoi il se passe rien entre les années 80 et 2005, quoi? Pourquoi il n'y a pas de penseurs? Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de penseurs aussi. Enfin, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a des choses à dépasser à ce moment-là? Bah, peut-être pas encore, quoi.
Débat sur l'autogestion. Non, surtout ce qui est ouf, c'est ça là. L'idéologie allemande, elle était sur Fireboard, c'est incroyable. À propos d'histoire de conscience de classe, c'est super bien. Révolution et bureaucratie, c'est cool. Je sais plus si je l'ai lu là, celui-là. Structuralisme, marxisme, existentialisme, je sais pas. Et là, je vous parlais de le sujet de la création culturelle. Bah, le sujet de la création culturelle, c'est assez ouf. Justement, ça explique cette histoire de sujet collectif qui est un concept à bien comprendre si vous voulez comprendre la sociologie. En fait, ce que dit Goldman, c'est que vous pouvez pas comprendre une action historique si vous faites un zoom sur l'individu. Or, souvent, la sociologie fait un zoom comme ça sur l'individu qui ferait des actions. En fait, lui, il dit en gros, non, une action historique, c'est fait par un sujet, mais un sujet qui est collectif. Et il prend l'exemple d'une table, ça je l'ai pris dans la vidéo sur Loïc Chéniaud, mais il dit, quand Pierre, Paul et Jacques portent une table, c'est pas Pierre plus Paul plus Jacques en tant qu'individu, chaque individu qui porte la table, mais le sujet de l'action porter la table, c'est un nous, quoi. C'est un Pierre, Paul, Jacques, c'est un sujet collectif. C'est le sujet collectif qui est porteur de l'action. Et donc, analyser, faire de la sociologie historique, analyser les actions politiques dans l'histoire, c'est comprendre comment comment se meuvent, quoi, comment bougent, comment agissent les sujets collectifs. Les sujets collectifs qui vont être par exemple la bourgeoisie de robe, la bourgeoisie de cour, la noblesse, le clergé, le tiers-état, des choses comme ça, voilà, qui sont des sujets collectifs parce qu'ils ont certains intérêts en commun qui font qu'ils ont plutôt tendance à bouger en commun. Alors évidemment, on peut zoomer dans un sujet collectif, vous allez avoir des sujets collectifs qui sont des sous-sujets collectifs, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il va y avoir des grandes lignes qui vont faire qu'ils appartiennent à un sujet collectif qui est le sujet collectif englobant, mais à l'intérieur même, ils sont peut-être pas d'accord sur tout, quoi. Et donc du coup, il va dire que les actions dans l'histoire, il faut toujours les analyser par rapport aux dynamiques matérielles, aux intérêts et aux rapports matériels de production, tout ça, qu'il y a entre les sujets collectifs, quoi. Après, actualité de la pensée de Marx, c'est cool aussi. C'est cool aussi. Hop. Raison présente. Structure sociale et conscience collective de structure, c'est la même, ça c'est super bien. Ça c'est aussi sur le sujet collectif et tout, ça c'est très bien. Sujet-objet en sciences sociales, c'est super bien. Structure sociale et histoire, je suis pas sûr que je l'ai vu. Mais celui-là, je l'ai pas lu. Bon, et ben ça vous fait une petite liste déjà, vous revenez en ayant lu ça, et puis là on sera bien, là on pourra parler. Ouais, qu'est-ce que vous dites dans le chat? Lisez les tests sur Feuerbach de Marx, puis le commentaire de Lucien Goldman. Les deux sont courts. Ouais, non, c'est incroyable tout ça. C'est nos devoirs, ouais, c'est vos devoirs. Non mais vraiment. Moi, c'est Position Revue qui m'a fait lire ça. J'ai trouvé ça ouf. Enfin, il y a des choses que j'avais jamais captées. Et en fait, il explique ça de manière si... c'est limpide, quoi. C'est pas de la branlette et tout, avec des trucs où on comprend rien. C'est pas du Lordon, quoi. C'est pas du Lordon où t'as l'impression qu'il faut avoir un bac plus 15 en Spinoza et tout pour commencer à capter des trucs, où c'est pour un peu se branler aussi entre bourgeois. Non, là, on a l'exemple de la table, mais c'est un exemple qui est hyper facile à comprendre. N'importe qui va comprendre que pour porter une table, c'est pas machin plus machin plus machin qui fait l'action, mais c'est le sujet des trois, en fait. Et en fait, savoir qui a fait la commune, c'est pas Louise Michel plus je sais pas qui, Enfin, non, c'est des sujets collectifs qui font les actions dans l'histoire.